Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 7 mars, au sommaire, une guerre au Moyen-Orient qui s'étend et pèse sur l'équilibre mondial. Au Canada, une entente Ottawa-Alberta sur les grands projets et une décision de la Cour suprême sur les services de garde au Québec. Géopolitique. La guerre au Moyen-Orient entre dans sa deuxième semaine avec un bilan humain qui s'alourdit. Plus de 1400 personnes ont été tuées à travers l'Iran, le Liban et Israël, selon les informations rapportées. Tôt samedi, des explosions ont été signalées à Téhéran et la télévision d'État a parlé de détonations dans plusieurs secteurs. L'armée israélienne dit qu'environ 80 avions de chasse ont largué 230 munitions sur l'Iran durant la nuit. Israël affirme avoir visé plusieurs sites militaires, sans donner ici de liste détaillée des cibles. De son côté, le commandement central américain indique que les forces des États-Unis ont frappé plus de 3000 cibles en Iran depuis la fin de semaine précédente. Des préoccupations grandissent sur les pertes civiles, alors que la campagne de frappe touche aussi des écoles et des repères urbains, d'après le texte fourni. Sur le plan politique, le président Donald Trump durcit sa position face à Téhéran. Après près d'une semaine de guerre menée avec Israël contre l'Iran, il exige une reddition sans condition de la République islamique. Donald Trump répète aussi qu'il veut avoir son mot à dire dans le choix du prochain dirigeant iranien. Le Croissant Rouge iranien avance un total de plus de 1300 morts depuis le début des bombardements américano-israéliens. À ce stade, les déclarations publiques américaines lient la poursuite de l'offensive à l'objectif de neutraliser la capacité de menace de Téhéran. L'Iran répond sur deux tableaux, à la fois régional et intérieur. Le président iranien Massoud Pezeshkian a présenté des excuses directes aux pays voisins après des échanges de missiles et de drones sur une semaine. Dans une allocution préenregistrée diffusée à la télévision d'État, il dit vouloir réduire les tensions avec les voisins de l'Iran. Il affirme aussi qu'une nouvelle directive a été approuvée par un conseil de direction intérimaire. Ce conseil a été nommé après la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué selon le texte samedi dernier. Massoud Pezeshkian dit que l'Iran cessera de frapper les pays voisins, sauf si des attaques partent de leur territoire. Il rejette en même temps l'exigence américaine de reddition sans condition, qu'il qualifie de demande irréaliste. À mesure que les frappes se poursuivent, les effets dépassent les trois acteurs centraux. Le conflit n'oppose plus seulement les États-Unis, Israël et l'Iran, selon l'analyse rapportée. D'autres pays se retrouvent pris dans la pression politique ou entraînés plus directement dans les hostilités. Le texte souligne une propagation des retombées sans détailler ici une liste d'États impliqués. Mais l'idée centrale est celle d'un conflit qui se mondialise par ses alliances, ses risques et ses réponses. Enfin, une information alimente les craintes d'escalade avec la Russie. Deux responsables américains cités dans le texte affirment que l'Iran reçoit un soutien en renseignement de la Russie. Selon ces mêmes éléments, ces informations pourraient aider Téhéran à viser des moyens militaires américains dans la région. Il est notamment question de navires de guerre, d'aéronefs et d'autres actifs des États-Unis. Ce serait, selon la description, le premier indice d'une implication de Moscou dans cette guerre lancée la semaine précédente. Canada. Au Canada, Ottawa et l'Alberta annoncent une entente majeure sur l'évaluation des grands projets. L'accord prévoit que l'Alberta prendra en main ses propres approbations réglementaires pour des projets d'envergure. Les deux gouvernements disent vouloir ainsi livrer ces projets plus rapidement. Le texte précise que l'entente vise aussi les évaluations d'impact liées aux grands projets. Sur le plan politique, cette délégation de responsabilité marque un changement important dans la façon d'encadrer les dossiers industriels en Alberta. La Cour suprême du Canada tranche aussi un dossier aux répercussions immédiates au Québec. Le plus haut tribunal conclut que le Québec ne peut pas exclure les demandeurs d'asile des services de garde subventionnés.
La décision confirme donc l'accès à ces places à tarif réduit, même pour les familles au statut de demandeur d'asile. L'arrêt porte sur l'application d'une interdiction que le Québec tentait d'imposer à ces familles. En pratique, cela touche directement l'accès au travail et aux services pour des parents qui cherchent une place en garderie. Sur le front commercial, les négociations entre le Canada et les États-Unis avancent sous contrainte de temps. Le texte indique que le temps presse, sans donner ici de date butoir précise. Il rappelle qu'en octobre dernier, Donald Trump avait stoppé les discussions. Cette interruption était liée à une publicité controversée provenant de l'Ontario, selon l'information fournie. Le dossier revient donc dans un contexte politique où des gestes symboliques peuvent perturber des pourparlers sensibles. Enfin, un état des lieux du conflit en Iran circule aussi sous forme de cartes et de graphiques. Le texte présente une synthèse visuelle d'une semaine de guerre impliquant les États-Unis et Israël contre l'Iran. Cette approche met l'accent sur le suivi factuel des frappes et de la situation, plutôt que sur des déclarations. Ici, l'enjeu canadien tient surtout à l'accès à l'information structurée, sans détails supplémentaires dans le contenu fourni. Science. Au Malawi, une décision gouvernementale divise le secteur de la santé. Le pays interdit désormais la double pratique pour les travailleurs de la santé du secteur public. Concrètement, un professionnel employé par l'État ne peut plus occuper un poste médical dans le privé. Le gouvernement explique que l'interdiction vise à réduire la corruption dans le système. Des médecins avertissent toutefois que la mesure risque d'aggraver les pénuries de personnel. Le texte souligne donc un conflit direct entre un objectif d'intégrité administrative et le maintien des effectifs. La question devient celle des horaires, des revenus et de la capacité des hôpitaux publics à retenir les soignants. Climat monde. Au Pérou, une cour régionale des droits humains rend une décision historique sur les stérilisations forcées. La Cour interaméricaine des droits de l'homme juge l'État péruvien responsable de la mort de Celia Ramos. Celia Ramos est décédée à 34 ans en 1997, après une stérilisation réalisée sous coercition, selon la décision. La Cour situe ce drame dans une campagne des années 1990, décrite comme brutale et ciblant 310 000 femmes. Le texte précise que la plupart de ces femmes étaient autochtones. Cette décision marque la première fois que cette Cour se prononce ainsi sur un dossier de stérilisation forcée dans la région. En Indonésie, le gouvernement annonce une interdiction majeure visant les réseaux sociaux pour les mineurs. Le pays va interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. La ministre des Communications et des Affaires numériques, Mutia Hafid, dit avoir signé un règlement en ce sens. La règle vise des plateformes considérées à haut risque, dont YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads et X. Le texte cite aussi Roblox et Bigo Live, un service populaire de diffusion en direct. L'argument avancé par la ministre est celui de menaces réelles auxquelles les enfants feraient face en ligne. En Ukraine, un autre volet international se précise autour des effectifs engagés par la Russie. Près de 2000 soldats africains recrutés par la Russie combattraient en Ukraine, selon le texte. Le document parle de centaines de jeunes trompés par de fausses offres d'emploi ou attirés par de hauts salaires. Ces recrutements passeraient par des réseaux d'émigration coordonnés depuis Moscou. L'enjeu soulevé est celui de la vulnérabilité économique exploitée pour alimenter une guerre sur le sol européen. En Amérique du Nord, le Mexique annonce le lancement de négociations formelles sur l'accord commercial continental. Le Mexique confirme l'ouverture de discussions liées à l'ACEUM avec les États-Unis, sans le Canada à cette étape. Le texte précise que des sessions bilatérales pendant un processus trilatéral ne sont pas inédites. Il ajoute que les Canadiens devraient rejoindre les premières discussions à une date ultérieure non précisée. À court terme, cela place donc Mexico et Washington en tête-à-tête sur certains sujets, avant le retour au format A3. Économie,
Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 174 dollars américains, en hausse de 1,8% sur 24 heures. L'argent se négocie à 85 dollars américains, en hausse de 1,9% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 68 016, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,733 dollars américains. En Asie du Sud, l'industrie du vêtement fait face à un blocage logistique lié au conflit au Moyen-Orient. Des vêtements de fast fashion s'accumulent parce que des avions restent au sol, selon le texte. La région dépend fortement de ce secteur, avec de grandes capacités de fabrication au Bangladesh, en Inde et au Pakistan. Le texte souligne que des marques mondiales s'appuient sur ces usines pour leur chaîne d'approvisionnement. Quand le transport aérien se grippe, les stocks s'entassent et les livraisons prennent du retard. L'impact immédiat est physique et mesurable, avec des piles de vêtements qui ne quittent pas les zones de production. Aux États-Unis, Nintendo engage une action en justice liée aux droits de douane. L'entreprise poursuit le gouvernement américain au sujet de tarifs dits réciproques. Le texte indique que ces politiques tarifaires ont affecté l'activité de Nintendo. L'entreprise a dû retarder le début des précommandes de la Nintendo Switch 2 aux États-Unis. Le dossier relie donc une décision commerciale concrète, les précommandes, à un environnement réglementaire sur les importations. Pour Nintendo, l'enjeu se joue autant sur le calendrier de mise en marché que sur la prévisibilité des coûts, à savoir aujourd'hui, le 7 mars 1876. Alexander Graham Bell obtient un brevet pour le téléphone aux États-Unis. Le 7 mars 1965, la marche de Selma à Montgomery débute en Alabama. Lors du Bloody Sunday, c'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.